Alors bonjour à tous. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un génie des échecs, mais un génie oublié. Il s'agit de George d'Erickson, né aux États-Unis en 1845, quelques années seulement après la naissance de Paul Morphy, le grand champion américain Paul Morphy. Et George d'Erickson aurait pu avoir une telle destinée. Mais pourquoi ? Pourquoi n'a-t-il pas pu exprimer son talent ? Pourquoi nous autres, les joueurs d'échecs, n'avons jamais entendu parler de George d'Erickson ? Eh bien, c'est parce qu'il est décédé très tôt, à l'âge de 17 ans seulement. Sur son certificat de décès, il est indiqué qu'il est mort d'une crise de rhumatisme articulaire aigu. Mais nous allons voir. Nous allons voir plusieurs parties de d'Erickson. Des parties qui vont montrer tout son génie, tout son talent, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de livres d'échecs, où il n'y avait pas beaucoup de clubs, pas d'entraîneurs, et où évidemment il n'y avait pas les moyens technologiques qu'on a actuellement avec les bases de données, les modules d'analyse. Donc le génie créatif, tactique et romantique des joueurs pouvait se révéler à nous tous d'une manière assez éclatante. Et donc on va commencer par regarder deux parties où il avait les noirs. Des parties qu'il a jouées à Philadelphie en 1860, c'est-à-dire qu'il avait simplement 15 ans. Et donc on va regarder les lignes qu'il emploie avec les noirs. C'est très intéressant. Son adversaire, le premier adversaire, s'appelle Smith. Il a les blancs, et donc il ouvre avec le pion dame E4. Et George d'Erickson répond par la symétrie E5. Bon, Smith continue par fou C4, le début du fou. Et on sait qu'un tel fou pointe en direction du pion F7, qui est un pion vulnérable dans l'ouverture parce que seul le roi défend ce pion. Les blancs ont la même faiblesse en F2, mais évidemment, ce sont les blancs qui commencent à jouer, donc ils peuvent pointer directement le pion F7. Alors George d'Erickson se développe par cavalier F6, il attaque le pion central des blancs. Les blancs ne le défendent pas d'ailleurs et contre-attaquent sur le pion des noirs. d'Erickson défend, cavalier C6, et les blancs ne défendent toujours pas leur pion E4, ils roquent. Ils ont hâté le développement de leur aile roi. Et sur cavalier prend E4, on peut récupérer le pion avec les blancs assez facilement par tour E1 pour essayer de contre-attaquer sur la colonne, voire même après cavalier prend E4 qui n'a pas été joué dans la partie 1. Le coup D4 pour essayer de retirer le pion et avoir tour E1 avec plus de force après, qui attaquerait le cavalier et le roi derrière. Mais comme je vous l'ai dit, d'Erickson, il ne se fait pas appâter par le pion E4 et il développe son fou en C5. Les blancs jouent D3, D6, les blancs développent le fou en venant clouer le cavalier en F6 et les blancs viennent contre-clouer avec le fou en G4. La position est symétrique, à ceci près que les blancs font le petit roc alors que le roi noir est encore au centre. Et ça va avoir son importance dans la partie. Et bizarrement, c'est le roi blanc qui va se faire attaquer, qui va être en danger, pas le roi noir. Et si on le comprend, Smith interroge le fou, il joue H3, il questionne le fou. Bon, alors, d'Erickson pourrait reculer, il pourrait échanger, mais non. Il va tendre un piège, il va jouer H5, le piège du fou empoisonné. Il laisse son fou se faire prendre pour reprendre avec le pion. C'est ce qui se passe d'ailleurs, Smith prend le fou. Et donc d'Erickson reprend, et cette reprise du pion, non seulement ça va chasser le cavalier, mais ça ouvre la colonne H. Et si on rajoute également le fait que le fou est en vis-à-vis avec le roi et que ça cloue le pion en F2, ça crée des motifs tactiques contre le roi blanc. C'est des très mauvais signaux envoyés à la sécurité du roi blanc, d'ailleurs. Bon, Smith bouge son cavalier, c'est normal. d'Erickson joue G3, il vient frapper le roc blanc, attaque le pion en F2 qui est cloué, attaque le cavalier, et Smith va mettre son cavalier en F3, il va le replacer en F3. On va voir, dans la partie qui va suivre, ce qui se serait passé sur cavalier G4, parce qu'un autre adversaire va lui jouer cavalier G4, la même année. Mais là, c'est cavalier F3 que Smith y joue. Et j'ai envie de vous laisser réfléchir pour voir ce que vous joueriez avec les noirs. Est-ce que vous allez trouver ici le coup de d'Erickson ? Je vous invite donc à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps nécessaire à votre réflexion. A tout de suite. Alors, vous avez trouvé ? Regardez ce qu'a joué d'Erickson. Il monte à l'assaut avec son cavalier charge, cavalier G4. Le cavalier
vient aider le pion et le fou à l'attaque du pion en F2 qui est cloué. D'accord, mais le départ du cavalier laisse la dame en prise. Et Smith ne s'en prive pas, il prend la dame. Alors d'Erickson va maintenant contre-attaquer en F2. Il pourrait prendre du pion, mais il va prendre du fou pour préserver son pion. Vous allez voir qu'il va essayer de jouer un jeu de promotion avec ce pion. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut faire tour prend fou. Le fou attaque le roi et le roi n'a pas de case. Donc tour prend fou. Pion prend échec, encore une fois, on n'a pas le choix avec les blancs, hein, on est obligé de jouer roi F1. Les noirs pourraient jouer cavalier E3, la fourchette royale pour récupérer la dame blanche. Le roi prendrait alors le pion d'ailleurs. Mais d'Erickson ne se préoccupe pas de la simple récupération de la dame. Il cherche plus, parce qu'après tout, il a donné lui-même sa dame. Et donc, il va vouloir garder son pion en F2, donc il laisse le cavalier à la défense du pion F2, et c'est la tour qui profite de l'ouverture de la colonne H et qui vient attaquer le roi. Donc le roi vient en E2. Tour prend D1, avec l'idée que si le roi reprend, le pion pourra faire une nouvelle dame. Donc les blancs se calment, ils ne prennent pas la tour, et ils vont jouer cavalier F en D2 pour que le cavalier puisse contrôler la case F1 et empêcher le pion d'aller à dame. Si le pion vient à dame, pouvoir le prendre. On ne veut pas jouer cavalier B en D2 puisque ça permettrait à la tour de prendre l'autre tour. Donc c'est ce cavalier qui vient en D2. Et regardez ce que joue d'Erickson. Il attaque. Cavalier D4 échec. On attaque le roi n'a pas d'autre choix que de prendre la tour. Mais d'Erickson, après avoir sacrifié sa dame, il sacrifie sa tour. Mais après, roi prend. Donc on ne va pas faire dame parce que le cavalier prendrait, hein. Mais on va jouer cavalier E3 échec. Le cavalier attaque, l'autre cavalier coince, le pion coince, pas le choix, le roi est aiguillé en C1. Et maintenant, les stockades finales, cavalier E2, échec et mat. Un magnifique mat réalisé par les deux cavaliers, par la collaboration des cavaliers. Le cavalier qui attaque, le cavalier qui coince, et les autres pièces et pions des blancs obstruent toute case de fil du roi blanc. Une très belle attaque de mat. Alors dans la première partie, d'Erickson était opposé à Smith. Cette fois-ci, il va être opposé à Rowand. Et puisque les premiers coups sont similaires, je vais les dérouler assez vite jusqu'au moment critique. Donc cavalier F6, cavalier F3, cavalier C6, petit roc, fou C5, D3, D6. Le fou vient clouer, le contre-clouage, H3, le piège du fou, prise, prise, cavalier H2, G3. Le cavalier vient en G4 alors que dans l'autre partie il était venu en F3. Ici d'Erickson prend en F2. Cavalier reprend. Et maintenant, essayez de trouver le coup de d'Erickson. Eh bien, je vous invite une nouvelle fois à mettre la vidéo sur pause. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Dans la première partie, on avait eu le droit à un cavalier G4. Sauf que la dame, ici, pourrait prendre. Et donc, c'est pas cavalier G4 qu'a joué d'Erickson. C'est cavalier prend E4. Alors, si le pion prend le cavalier, la dame va prendre le fou avec l'idée de s'associer avec la tour sur la colonne H pour aller mater. N'oublions pas que le cavalier en F2 est toujours cloué sur la diagonale. Donc, dans la position, Rowand, avec les blancs, va prendre la dame. Et maintenant, le cavalier E4, où se dirige-t-il? Il se dirige en G3. Avec la menace tour H1, pardon, j'ai raté ma flèche, tour H1 mat. Et le cavalier en F2 est cloué sur la diagonale. Donc c'est la menace de mat. Comment éviter ce mat? Il n'y a pas vraiment de coup, c'est très difficile, puisque le cavalier F2 ne peut pas bouger. Si la tour bouge, ça ne change rien, il y aura tour H1 mat. Le roi ne peut pas bouger, le roi il est vraiment confiné ici, sans moyen de se décongestionner. Donc les blancs n'ont pas le choix. Ils jouent D4, avec l'idée que si le fou prend, pour renouveler le clouage du cavalier en F2, donc si les noirs prennent, les blancs sacrifieront leur dame. Après tout, ils ont une dame en plus, donc ils vont la rendre pour éviter le mat. Alors d'Erickson, il ne prend pas avec le fou, il prend avec le cavalier. Et là, il fait peser aux blancs deux menaces de mat. La première, je sais que c'est aux blancs de jouer, mais c'est pour vous montrer les menaces. La première, c'est de jouer cavalier E2. De jouer cavalier E2 échec, se débarrasser du cavalier,
pour renouveler le clouage de cavalier en F2. C'est-à-dire que si les blancs prennent, on a le coup tour H1 mat. Le cavalier en F2 est bien cloué. Bon, très bien. La deuxième menace de mat, c'est de jouer tour H1, de commencer par tour H1. Forcer la déviation du cavalier F2 sur la tour, et maintenant jouer cavalier F3, double échec et mat. Alors double échec parce que le fou et le cavalier attaquent, et on a mat, le cavalier contrôle la case H2, le fou contrôle la case F2, il n'y a pas d'échappatoire pour le roi, ça serait un joli mat également. Donc dans la position, les noirs ont cette double menace de mat. Alors qu'a fait le joueur Rowand? Il a fait fou prend F7. Il est venu sacrifier son fou en F7 pour attirer le roi sur la colonne F. Mais d'Erickson, ça ne l'effraie pas, il prend. Alors, pourquoi les blancs ont joué ça? Ils ont joué ça pour pouvoir enchaîner par cavalier H3. La tour va attaquer le roi, il y aura échec, et le cavalier en H3 va lutter contre la tour noire sur la colonne H, va obstruer la colonne H. Donc cavalier H3, échec. Et c'est marrant, parce que le roi noir est échec, et pourtant, les blancs vont perdre sur ce coup-là. Magnifique. Cavalier F3. On intercepte l'échec de la tour, et c'est un double échec et mat. Double échec, parce que le fou et le cavalier attaquent, et on a encore un mat, le fou contrôle, le cavalier contrôle la case H2, l'autre la case H1. Encore un mat d'ailleurs délivré avec les deux cavaliers, comme dans la première partie. Magnifique. Je vais vous montrer maintenant une dernière partie de d'Erickson. Une partie qu'il a jouée toujours à l'âge de 15 ans et à l'aveugle, sans voir l'échiquier, avec les yeux bandés, en mémorisant tous les coups et en donnant tous les coups de mémoire. Son adversaire, lui, voyait la partie. Alors il a les blancs. Il ouvre avec le pion roi E4, E5, et il joue F4, ce qu'on appelle le gambit du roi, avec l'idée, quand on joue F4, de dévier le pion noir. Donc les noirs prennent en F4. Maintenant, les noirs ont la menace de jouer dame H4, échec, pour attaquer le roi blanc. Donc cavalier F3 a été joué pour contrôler la case H4. Les noirs jouent fou E7, ils veulent quand même arriver à placer un échec en H4. D'Erickson se développe, fou C4, il pointe le pion en F7. On a dit tout à l'heure que ce pion était vulnérable dans l'ouverture. Les noirs jouent fou H4, échec. Donc si le cavalier prend, la dame prendrait sa place. Alors d'Erickson, il ne prend pas, il joue G3. Pion prend, il reprend toujours pas, il fait petit roc. Comme ça, la tour va se retrouver sur la colonne F avec en ligne de mire ce pion en F7. Pion prend échec, il prend toujours pas. Roi H1 pour s'abriter derrière ce pion en H2. Et l'idée des blancs, bien sûr, ça va être de prendre le fou et d'aller attaquer ici en F7. Bon. Que vont jouer les noirs? Ils ont joué dame E7. Et d'Erickson joue vraiment à la manière romantique. Vous savez, le style de jeu romantique, le style de jeu de l'époque, c'est un jeu vraiment basé sur le développement, la célérité pour mettre ses pièces au combat, la rapidité de la mise en action des pièces. Et les pions étaient considérés comme quantité négligeable. Même les pions étaient considérés comme des obstacles à la bonne circulation des pièces. Donc on n'hésitait pas à les sacrifier. On ne lésinait pas sur les moyens. On sacrifiait beaucoup pour trouver l'attaque, essayer de mettre KO l'adversaire. Et donc dans cet esprit de jeu romantique, d'Erickson ne va pas protéger le pion E4. Il joue D4. Donc dame prend E4. À noter que la tour, si elle vient en E1 pour essayer d'attaquer la dame et clouer, elle se fera éliminer par le fou. Alors, qu'a joué d'Erickson ici? Eh bien, il joue cavalier C3. Il profite finalement de la présence de la dame pour l'attaquer et se développer encore. On a joué plusieurs coups, mais les blancs ont sacrifié finalement la moitié de leurs pions. Les noirs ont encore leurs 8 pions. Il y a les 4 là, les 3 là, il y en a encore un là. Donc les noirs ont leurs 8 pions, les blancs en ont 4. Ils ont sacrifié 4 pions. Mais ils ont un bel avantage de développement avec le cavalier qui en plus attaque la dame ici. La dame revient en E7. Cavalier D5 attaque la dame et attaque le pion C7. Donc la dame vient en D8. Cavalier prend fou. Donc la dame reprend. Dame E2 échec. Donc cavalier E7. On ne peut pas faire mat, parce que la dame noire en H4, elle défend le cavalier quand même. Alors là, d'Erickson attaque. On pourrait s'intéresser peut-être à cavalier prend C7 pour faire les fourchettes roi-tour.
Mais regardez ce que fait Derrickson. Il fait tour prend F7. Il sacrifie sa tour avec cette triple attaque sur le cavalier noir. Donc difficile de négliger la tour. Le roi va la prendre. Et l'idée de Derrickson, c'est d'attirer le roi, de l'extraire, de l'attirer en F7 sous la découverte du fou. Donc le cavalier prend maintenant en E7 avec échec. Et comme la dame protège le cavalier, le roi est obligé de bouger. Alors, le roi, où va-t-il aller? Il ne peut pas aller en G8, bien sûr, les pièces contrôlent. En E8, il n'a pas trop envie de se retrouver face à la dame. Si le roi vient en E8, le cavalier peut bouger. Par exemple, en G6, on aura 7 échecs, et en plus le cavalier attaquera la dame. On a peut-être même encore mieux. Donc le roi noir a été en F8. Et là, l'idée de Derrickson, c'est de pouvoir jouer tour F1 et d'associer la tour à l'attaque du roi. Mais le fou gêne. C'est pour ça qu'il joue fou G5, il le sacrifie, il le donne cadeau. En attaquant la dame. Donc dame prend. Tour F1 échec, le roi va en E8. Et maintenant, le mat est donné. Comment il est donné? Avec cavalier G8. Échec. Et l'intérêt de mettre le cavalier en G8, c'est d'empêcher la tour de défendre la 8e rangée. Donc face à cet échec, le roi doit bouger, il va venir en D8, c'est sa seule case, et maintenant, on peut donner le mat avec tour F8. Rappelons que toute cette partie avec ses sacrifices, toute cette partie a été jouée à l'aveugle, alors que Derrickson avait 15 ans seulement. Et je vous rappelle encore une fois qu'à cette époque-là, les jeunes joueurs, n'avaient pas tout l'encadrement et l'entraînement qu'ont les joueurs actuels, bien sûr. Eh bien voilà ce génie, c'est dommage que Derrickson soit mort si jeune, à 17 ans, parce que nul doute qu'il nous aurait gratifié de très belles parties de chefs-d'œuvre à la Paul Morphy. On ne les verra jamais, mais au moins on a rendu hommage à Derrickson à travers ces quelques parties que j'ai pu vous présenter. Alors n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre cette vidéo en avant sur vos réseaux sociaux, à mettre des pouces, tout ce qui pourra aider la vidéo, la chaîne, et donc m'aider, vous le savez bien. Au revoir à tous.